en 14-18. Alors, ce phénomène, ces relations de la première occupation, eh bien, on peut dire qu'elles ont été, pour ainsi dire, quasi complètement oubliées. Elles ont été, on va en parler tout de suite, hein, elles ont été abordées par-ci par-là, notamment dans un certain nombre d'œuvres d'art, dans la littérature historique, mais grosso modo, elles ont totalement disparu de l'imaginaire collectif. Et pourtant, ces femmes étaient bien présentes, je dirais, dans le quotidien, dans les représentations que les occupés ont pu se faire de l'occupation, de la première occupation, celle de la Première Guerre mondiale, et je le répète, tant en France qu'en Belgique. Alors, elles ont disparu jusqu'à nous, hein. L'ouvrage qui est sorti il y a 1 an et demi est en fait le premier ouvrage qui leur soit spécifiquement consacré, alors qu'il y a déjà 100 ans maintenant qui nous séparent de ce premier conflit mondial. Quand je dis qu'elles ont presque complètement disparu, je tiens quand même à souligner qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, on retrouve des évocations de ces relations entre ennemis, en pays occupés, dans un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler au sens large des productions culturelles. On les retrouve notamment, mais c'est beaucoup plus rare que dans les productions allemandes, on les retrouve dans quelques productions françaises. Si vous ne l'avez pas encore lu, précipitez-vous dessus. Le roman Invasion 14, écrit par Maxence van der Merch, un grand écrivain du Nord, est assez extraordinaire de ce point de vue-là. C'est une grande fresque sur l'occupation. Alors évidemment, on est très loin du territoire de l'Aisne, on est dans un paysage totalement différent, qui est plutôt celui de la grande agglomération de l'île Roubaix-Tourcoing, mais enfin, le tableau qu'il dépeint de cette première occupation et des liens entre ces différents personnages, qu'ils soient français ou qu'ils soient allemands, est assez extraordinaire. Et je dois dire qu'en tant qu'historien, on est très impressionné de lire à quel point ce tableau semble refléter de manière très intense ce qu'on peut constater dans d'autres sources sur la première occupation. On retrouve peut-être davantage évoqué dans un certain nombre de productions culturelles allemandes, ces relations. On les retrouve par exemple, c'est sans doute celui que vous connaissez le mieux, chez Otto Dix. Otto Dix consacre à ces relations, en tout cas aux relations consentantes, au moins 5 de ces œuvres que vous voyez ici. Il y a moyen d'ailleurs de toutes les localiser. Il y en a 3 qui se passent à Bruxelles. Celle-ci, par exemple, le représente lui-même dans une rue à bordel à Bruxelles. Bruxelles qui est un peu, j'en reparlerai, la capitale de la prostitution derrière le front ouest, en tout cas côté allemand. On retrouve aussi dans le nord de la France, à Anvers, et puis il y a une 6e œuvre qui, elle, dépeint un viol commis par des soldats allemands. Donc, différentes formes aussi qui sont évoquées. Puis on le retrouve encore dans la littérature allemande, et alors, curieusement aussi, il y a une réapparition il y a quelques années chez un auteur de bande dessinée que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Servet. Alors Servet, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne dépeint pas l'Aisne, parce que c'est un dessinateur de bande dessinée qui est très ancré dans son terroir, et son terroir, c'est plutôt, d'une manière générale, les Ardennes et la Gaule, des deux côtés de la frontière. Des femmes à boche qui ont donc, vous me pardonnerez l'expression, mais je l'utilise de manière volontaire, mais l'expression n'est pas de moi, c'est évidemment une expression que je reprends dans le vocabulaire de l'époque. C'est une expression qui est extrêmement stigmatisante. Dans ma bouche, elle n'est pas stigmatisante, mais c'est pour rendre compte du type d'expression qu'on utilisait pour désigner ces femmes. Quand je dis les désigner, c'est vraiment les montrer du doigt, avec énormément d'opprobre quand on parlait d'elles. Donc ces, entre guillemets, femmes à boche, ont donc disparu pendant 100 ans, et puis, malgré leurs apparitions plus ou moins discrètes dans les années qui ont suivi la guerre, elles ont fini par réapparaître dans l'historiographie. Dans l'historiographie, même si aucun ouvrage ne leur a été consacré spécifiquement, eh bien, on les voit
associées à une série d'autres thématiques. J'ai par exemple un collègue de l'Université de Bruxelles, Benoît Magirus, eh bien, il parle d'elle dans sa thèse qu'il consacre à la police de Bruxelles pendant les deux occupations. Et oui, la police, elle doit s'occuper aussi de police des mœurs. Et pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, c'est un sujet qui va être un sujet brûlant pour elle. On voit aussi, par exemple, ces femmes apparaître dans un article écrit par une collègue qui était ma directrice de thèse, Laurence Zeniperzeel, qui évoque les violences à la Libération en 1918. Et on voit qu'un certain nombre de ces femmes subissent des violences en novembre 1918. On les voit aussi apparaître dans l'ouvrage que Philippe Nivet, que vous connaissez peut-être, professeur à Amiens, consacre à la France occupée. On les voit encore, et là évidemment on se rapproche bien sûr de l'Aisne, dans la thèse de Philippe Salson. Philippe Salson qui lui aussi constate qu'il y a un certain nombre de relations qui se nouent entre soldats allemands et femmes françaises dans le département. Alors, ces femmes n'ont fait l'objet donc que très récemment d'un certain nombre d'études, où elles n'en ont pas fait l'objet, mais en tout cas elles apparaissent dans un certain nombre de recherches scientifiques. Et ça, ce phénomène, le fait que pendant finalement 100 ans on n'en ait pas parlé, et puis qu'elles finissent par ressurgir, c'est le résultat d'une évolution de l'historiographie qu'il est assez important de comprendre pour savoir de quoi je vais parler. Une historiographie qui a fort évolué au cours des 20-30 dernières années, disons au cours de la dernière génération. D'abord, l'accent est mis à nouveau, on redécouvre depuis 20 ou 30 ans la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, pendant longtemps, avait occulté la Première Guerre mondiale. Un accent qui est aussi remis dans la recherche historiographique sur les occupations militaires. Les occupations militaires, on a commencé à s'intéresser en long et en large à la Deuxième Guerre mondiale, et quand on dit en France ou en Belgique, quand on parle de l'occupation, on pense à celle de la Seconde Guerre mondiale, mais on s'est rendu compte à la longue que des occupations, en fait, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres en France, mais il y a celle de 70 aussi, et puis il y en a eu d'autres aussi ailleurs en Europe, et ce pendant différents conflits. Donc les occupations militaires reviennent au centre des préoccupations des historiens. La violence est également un phénomène qu'on redécouvre. On s'est rendu compte au fond que jusqu'à récemment, les historiens parlaient des guerres sans parler de la violence. La violence n'était pas au centre de leur analyse, alors que Dieu sait si c'est une dimension qui est consubstantielle à la guerre. Et cette violence qui est subie par ceux qui font la guerre, cette violence qui est subie par leur corps, cette violence qui est subie par leur esprit, les historiens essaient, et ce n'est pas évident parce qu'il faut notamment trouver les sources pour le faire, mais essayent à nouveau de la saisir, de la comprendre. Violence infligée par des militaires sur d'autres militaires, violence aussi infligée par des militaires sur des civils. Et cette violence, elle peut être aussi une violence sexuelle. Les viols sont un phénomène qui peut être massif pendant les guerres. Et puis enfin, les questions qui sont liées au genre font également l'objet de recherches des historiens, à nouveau depuis environ 20 ou 30 ans. Donc le genre, c'est pas, on entend parfois parler du genre comme d'une théorie, c'est pas du tout une théorie, en fait c'est simplement plutôt une approche, un ensemble de questions qu'on se pose, et des questions qu'on se pose notamment sur la manière dont les êtres humains vivent le fait d'être un homme, le fait d'être une femme, la manière dont les êtres humains, en tant qu'hommes ou en tant que femmes, sont en relation les uns avec les autres. En quoi consistent ces relations? En quoi consiste la représentation qu'on se fait du masculin et du féminin? C'est au fond ça les questions que se posent les historiens, les sociologues, etc., qui s'intéressent au genre. Alors, avec toute cette évolution de l'historiographie, eh bien, on a vu apparaître depuis les années 2000, et j'ai même envie de dire plutôt depuis les années 2010, une série d'études qui ont pris ce phénomène des relations entre ennemis
pendant les occupations, qui l'ont pris à bras-le-corps, mais qui l'ont pris à bras-le-corps d'abord pour la Seconde Guerre mondiale. Alors, on a vu notamment une série d'études qui ont été réalisées par des historiens, et même surtout, il faut le dire, par des historiennes allemandes, qui se sont penchées, par exemple, je pense à Regina Mühlhauser, sur le cas de l'URSS. Je pense aussi à une autre historienne, Maren Röger, qui s'est penchée sur le cas de la Pologne. On a encore d'autres études, les Pays-Bas, la Norvège, etc. Autant d'études qui sont extrêmement récentes. En France, vous connaissez peut-être l'historien Fabrice Virgili, qui s'est intéressé au phénomène des tontes en 1944, et aussi au phénomène des enfants de l'ennemi. Et puis, en Belgique, le phénomène a aussi commencé à être étudié pour la Seconde Guerre mondiale avec une historienne tout à fait particulière, elle s'appelle Gerlinda Swillen, et Gerlinda Swillen a la particularité d'être née en 1942, et elle est née d'une mère belge et d'un soldat allemand. Donc elle a mené une thèse de doctorat, au fond, d'une certaine manière, sur elle-même et sur les gens qui sont issus du même phénomène. Donc, cette étude, si elle est originale parce qu'elle s'intéresse à la Première Guerre mondiale, elle n'est pas non plus complètement isolée d'un certain nombre d'évolutions récentes. Alors, elle a ceci d'original, qu'elle se penche sur la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, on en a pas mal parlé ces dernières années, mais la Première Guerre mondiale, quand on y songe, que ce soit en France ou dans la plupart des autres pays, c'est pas du tout en termes d'occupation militaire qu'on y pense. En France, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, généralement, c'est Verdun. C'est Verdun, c'est les tranchées, c'est la ligne de front. Et pourtant, de l'autre côté de la ligne de front, il y a des gens qui vivent, il y a des civils, il y a une population qui est occupée, il y a des Français, il y a des Belges occupés par les Allemands. Et je voudrais simplement rappeler un certain nombre de caractéristiques qui sont fondamentales à cette occupation, pour qu'on puisse la comprendre. La première de ces caractéristiques, c'est qu'elle est terriblement longue. Bon, en fait, elle est aussi longue que celle de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, les gens ne le savent pas encore à ce moment-là. Mais c'est 50 mois d'occupation. 50 mois d'occupation en moyenne. Ça dépend évidemment de l'endroit où vous vous trouvez. 50 mois d'occupation, 50 mois de privation. Au niveau strictement alimentaire, mais aussi au niveau de la rigueur de la population, je dirais pour monsieur tout le monde, cette occupation est plus dure que celle de la Seconde Guerre mondiale. La faim, la disette est extrêmement présente. Mais c'est une occupation qui connaît des déclinaisons différentes suivant l'endroit où vous vous retrouvez. Et c'est pour ça que je crois que cette carte est assez importante, parce qu'on va voir que ça va avoir des répercussions importantes sur les relations que je vais vous citer. D'abord, le territoire occupé est relativement vaste. Il est évidemment moins vaste que pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on a quand même l'entièreté de la Belgique et puis 10 départements français qui sont occupés généralement en partie. Il n'y en a qu'un seul qui est occupé dans son ensemble, c'est celui des Ardennes. En fait, ce n'est pas tout. Parce qu'ici, je vais vous parler des occupations à l'ouest. Mais il y a toutes les occupations à l'est où on peut trouver des phénomènes semblables. Je ne vous en parlerai pas ce soir, mais on peut pratiquement parler d'Europe occupée en 14-18 déjà. Parce que la Pologne, la Serbie, le Monténégro, le nord-est de l'Italie, les États baltes, l'Ukraine, la Roumanie et une petite partie de la Grèce sont également occupés. Donc ce n'est pas un phénomène qui est complètement marginal, loin s'en faut. Il y a des millions, voire des dizaines de millions de personnes qui sont occupées. Ici, à l'ouest, on a quand même environ 9 à 10 millions de personnes qui sont occupées. Ça dépend des périodes. Et puis cette occupation, comme je vous le disais, elle connaît des déclinaisons différentes. C'est-à-dire que vous avez différentes zones d'occupation. Et dans ces zones d'occupation, la vie quotidienne n'est pas la même. On ne vit pas l'occupation de la même manière. En simplifiant un peu, on peut dire qu'il y a deux grandes zones. Il y a d'abord la zone du gouvernement général. Grosso modo, c'est les 2 tiers de la Belgique. Et puis, c'est un certain nombre de communes françaises, essentiellement la région de Givet et puis celle de Maubeuge, qui y sont rattachées pendant, ça dépend, 2-3 ans environ. Et l'autre grande zone, c'est ce qu'on pourrait appeler la zone des armées. Pour
pour ne pas confondre avec la zone des armées françaises et alliées qui s'étend de l'autre côté du front, on va appeler ça l'Etappengebiet, ou l'Operation und Etappengebiet, c'est-à-dire la zone des étapes et des opérations. C'est vraiment la zone où se situent les armées allemandes. Dans la zone du gouvernement général, la zone en bleu, la population est importante, il y a une présence allemande, mais cette présence allemande, au fond, elle se concentre surtout dans les grandes villes. C'est-à-dire que vous avez la présence d'unités d'occupation. Vous avez la présence d'une administration d'occupation aussi qui est assez importante. Et puis, vous avez un certain nombre d'infrastructures propres à l'armée. Hein. Il y a des hôpitaux, des champs d'aviation, etc. Mais on peut compter peut-être, disons qu'on compte les Allemands dans cette zone-là par dizaines de milliers. Dans la zone des armées, c'est pas par dizaines de milliers qu'on les compte. C'est-à-dire que dans la zone des armées, vous avez au bas mot 1,5 million de soldats allemands, et à certains moments, on monte peut-être jusqu'à 2,5 millions, 3 millions, on n'a malheureusement pas les chiffres exacts, mais pour une zone qui compte en nombre d'habitants, entre 2 et 3 millions d'habitants pour la France occupée, et puis environ 2 millions d'habitants pour les portions du territoire belge qui se trouvent dans cette zone des armées. Donc ça veut dire qu'en termes d'équilibre entre les occupants et les occupés, la situation est très différente suivant que vous soyez dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Dans cette zone-ci, non seulement les occupants sont pratiquement aussi nombreux que les occupés, mais ces occupants, ce sont les soldats du front, évidemment. Hein. La plupart sont concentrés sur le front, mais il y a une rotation, donc ils vont très régulièrement se reposer à l'arrière, donc ils sont très présents dans la vie de tous les jours. Mais dans un certain nombre de localités, et c'est particulièrement vrai dans le département de l'Aisne, même si on retrouve ce phénomène ailleurs, dans des petits villages, dans des petites communes rurales, et Dieu sait s'il y en a dans le département de l'Aisne, il arrive que non seulement les Allemands soient plus nombreux que les habitants, mais parfois beaucoup plus nombreux. Hein, je prends par exemple Saint-Richaumont qui apparaît ici. À Saint-Richaumont, il y a environ 2000-2500 habitants pendant la Première Guerre mondiale. La présence des Allemands peut monter jusqu'à 10 000 Allemands. Donc, ces communes sont parfois totalement inondées par la présence allemande. Donc vous pouvez vous imaginer que la situation n'est absolument pas la même. Une autre différence qui est importante, c'est que la vie quotidienne est très affectée non seulement par la présence des Allemands, la présence physique, mais aussi par la réglementation qui est mise en place par les Allemands. C'est-à-dire que dans la zone des armées, les mesures qui sont prises sont absolument draconiennes. Mesures de sécurité, notamment, qui vont affecter la mobilité des habitants. Pour faire simple, les habitants ne peuvent pas sortir de leur commune sans autorisation. Et les communes sont pour la plupart minuscules. Donc vous imaginez votre horizon au quotidien qui se réduit considérablement. Il y a une mobilité beaucoup plus facile dans le gouvernement général. Et puis cette présence allemande, elle implique aussi des réquisitions pratiquement quotidiennes. L'armée vit en partie sur le pays. Donc il va y avoir des réquisitions de nourriture, des réquisitions de matelas, des réquisitions de bétail, etc., etc., absolument continuelles. Il y en a aussi dans le gouvernement général, mais elles sont plus limitées. Ici, les conditions de vie sont extrêmement pénibles. Donc voilà, c'est une différence qui est particulièrement sensible dans la manière dont les personnes vont vivre l'occupation. Et puis encore une dernière différence, mais qui n'est pas tellement une différence entre le gouvernement général et la zone des armées, mais plutôt entre la Belgique et la France, c'est que le taux de mobilisation des hommes n'est pas du tout le même. Le taux de mobilisation n'est pas du tout le même, tout simplement parce que les lois ne sont pas les mêmes. Les lois, ce qu'on appelle, je ne sais pas quel terme on utilise en France, les lois de milice. Donc les lois qui vont régir l'organisation du service militaire, l'organisation de la réserve, etc., etc. Vous pouvez imaginer qu'en Belgique, vous avez environ un homme sur 5, âgé de 18 à 45 ans environ, qui est mobilisé.
En France, on est dans les 80-90% qui est mobilisé. Donc les départements français, ils sont en grande partie vidés de leurs hommes adultes. Donc quand vous rencontrez un homme qui a entre 18 et 45 ans dans les départements français occupés, souvent c'est un Allemand. Là aussi, ça va pas mal conditionner les choses en termes de relations entre hommes et femmes. Donc il faut avoir tout ça en tête pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Alors, cette situation, elle pose énormément de questions. Elle pose énormément de questions, d'abord sur les formes que ces relations vont prendre. Quelle est la nature de ces relations? De quoi parle-t-on? On va le voir. Elle pose aussi des questions sur les implications de ces relations. Qu'est-ce que ça va représenter de vivre ces relations? Et puis, quelles vont en être les conséquences pour ceux, pour celles surtout, qui vivent ces relations? Et enfin, question tout à fait fondamentale, c'est quantitativement parlant, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un phénomène massif ou est-ce qu'on parle d'un phénomène qui est ultra minoritaire? Autant de questions auxquelles je vais essayer de répondre. Je dis bien essayer, parce que les sources ne sont pas évidentes pour parler de ce phénomène. Ce n'est pas un phénomène qui, en lui-même, génère des sources. Alors, quelles sources utiliser? J'ai utilisé des sources qui sont assez multiples. Grosso modo, on en retrouve trois, en tout cas pour les sources écrites, on en retrouve trois manifestations ici au tableau. C'est-à-dire, d'une part, des sources administratives, d'autre part, des carnets intimes. Vous pouvez essayer de le lire, mais si vous y arrivez, vous êtes très fort, parce que c'est du flamand. Et puis aussi, un certain nombre de sources qu'on pourrait qualifier, elles sont administratives, mais elles sont aussi démographiques. Ce sont les registres d'état civil, et particulièrement de naissance. Alors, pour commencer par les carnets intimes, je n'ai pas, malheureusement, de carnet intime écrit par une femme à Bosch. On peut imaginer que des femmes qui ont vécu une relation avec un Allemand et qui auraient écrit en même temps un carnet auraient eu quelques raisons, vers la fin du conflit, de le faire disparaître. Parce que c'est une pièce, évidemment, qui peut être retournée contre elle. Donc, si par hasard vous avez connaissance d'un tel document, je suis preneur, évidemment. Et moi, je n'en ai pas vu jusqu'à présent. J'ai vu une chose qui s'en est approchée. C'est un album photo. Un album photo qui a été saisi à Bruges, à la Libération. Donc au fond, c'est presque un carnet intime photographique. Mais le problème, c'est que la plupart de ces photos sont muettes. Donc je ne connais même pas le nom de la personne qui est prise en photo. Donc, bon, voilà. Mais enfin, ces carnets intimes, qui sont, s'ils ne sont pas écrits par des femmes, qui sont écrits en fait par leur voisinage, par les habitants des mêmes localités, j'ai essayé d'en consulter un maximum pour avoir une couverture aussi complète que possible de l'expérience occupée, dans sa dimension géographique et puis dans sa dimension sociale aussi. Donc j'ai lu 110 carnets intimes. Alors, ça peut être très court, hein, certains font quelques pages. Le plus gros fait 24 volumes. Il m'a pris un certain temps. Heureusement, il était bien écrit, c'était un médecin, il avait une écriture soigneuse. Sur ces 110 carnets intimes, j'ai essayé d'en trouver à peu près moitié-moitié pour le gouvernement général, l'autre moitié pour la zone des armées. J'ai pas pu trouver autant de carnets intimes de femmes que d'hommes. C'est-à-dire que j'en ai 35 écrits par des femmes et 75 par des hommes. C'est pas un choix, c'est simplement le fait que, de manière assez étonnante, parce que l'écriture intime, on l'associe plutôt, particulièrement au XIXe siècle, à une écriture féminine, eh bien, il se fait que parmi les carnets qui ont été conservés, qui sont arrivés jusqu'à nous, j'essaie de les recenser pour le moment, pour les deux pays, j'en ai environ 260, mais il y a plus d'hommes que de femmes, c'est environ 2 tiers, 1 tiers. J'ai évidemment essayé d'en avoir en France, en Belgique. Ce qui est très important aussi, c'est d'en avoir en français et en néerlandais, parce qu'un occupé sur 2 est flamand. Et puis, j'ai essayé aussi d'en avoir de différents âges. L'occupé le plus jeune, il a 9 ans en 14.
c'est vraiment précoce pour commencer un carnet intime. La plus âgée a 78 ans, 14, donc j'ai vraiment une fourchette qui est assez large. Et puis, ce que je ne suis pas parvenu à trouver en termes de représentativité, parce que j'en ai qui viennent d'un peu partout, c'est les classes sociales, évidemment. C'est-à-dire que des journaux qui sont issus des différents étages de la bourgeoisie, de la plus petite à la plus haute, c'est pas un problème pour en trouver. Par contre, pour les classes sociales telles que des ouvriers ou des agriculteurs, les classes sociales entre guillemets subalternes, c'est nettement plus difficile d'en trouver parce que ce sont des personnes qui, la plupart du temps, on en trouve, mais elles sont vraiment rares, n'ont pas vraiment l'habitude de l'écrit. Autre type, oui, alors j'oubliais, c'est-à-dire qu'en plus de ces 110 journaux intimes écrits par des occupés, j'en ai quelques-uns aussi écrits par des occupants. Je dis que je n'en ai que quelques-uns parce que lire un journal intime en allemand me prend évidemment beaucoup plus de temps que de le lire en français ou en néerlandais. Autre type de sources, ce sont les sources d'état civil. Là, je me suis principalement concentré, et je dois dire que j'ai eu une main-d'œuvre étudiante taillable et corvéable à merci, évidemment, ainsi que de l'aide d'un certain nombre de volontaires qui m'ont considérablement aidé, puisque j'ai dépouillé et fait dépouiller les registres de naissance de 71 communes en France et en Belgique. Donc pour la Belgique, ça veut dire que ça recouvre environ 7% de la population belge de l'époque. En France, là, bon, j'ai sans doute quelque chose qui est un peu moins représentatif, mais enfin, j'ai des petites communes rurales, j'ai de plus grandes villes, et puis j'ai encore fait quelques recherches complémentaires depuis lors, notamment pour cette conférence, donc j'ai rajouté environ une quinzaine de communes. Ce qui m'intéressait dans ces registres, c'était évidemment, non pas les naissances en général, mais surtout les naissances de pères inconnus. Donc non seulement illégitimes, mais en plus de pères inconnus. J'en reparlerai. J'ai essayé d'avoir une approche quantitative, parce que malgré tout, père inconnu ne veut pas dire père allemand, évidemment. Mais j'en reparlerai par la suite. Et puis, dernier type de sources, ce sont des sources administratives, elles peuvent être extrêmement différentes. Je donne 3 exemples qui étaient drôlement intéressants. Le premier, assez inattendu, ce sont les actes d'un colloque tenu par les Allemands à Bruxelles en octobre 1915. Et ce colloque, pour ceux qui savent lire l'allemand, eh bien, il est consacré à la question de la lutte contre les maladies vénériennes en territoire occupé. Et à ce colloque, on a une série de sommités qui sont présentes et qui vont y assister. Le colloque est ouvert par le gouverneur général de Belgique occupée. Donc c'est une espèce de vice-roi, c'est la plus haute autorité dans les territoires occupés. Donc c'est dire l'importance qui était accordée à la question. Le colloque se tient aussi, pour la petite histoire, au Sénat, dans l'hémicycle du Sénat de Belgique. Donc là aussi, ce n'est pas un endroit qui est complètement anodin. Ici, un document complètement différent. C'est un document qui vient de Charleville-Mézières, et c'est un règlement de prostitution. Le règlement de prostitution est en français, pour qu'il puisse être lu par la population locale, mais c'est un règlement qui est allemand. Et c'est un règlement qui a la particularité ici, c'est pas une généralité, mais d'être édicté par la Geheime Feldpolizei, donc la police secrète allemande. Un règlement de police des mœurs. Et puis, troisième document, ici c'est un document qui vient de la police de Bruxelles, et c'est une liste de personnes qui sont soupçonnées de se prostituer. En l'occurrence, ce sont des évacuées françaises qui viennent de différents endroits. Si je me souviens bien, il y en avait d'ailleurs toute une série qui venait de Saint-Quentin. La liste n'est pas complète, il y avait d'autres documents de ce type. Voilà, donc ça c'est simplement pour vous donner une idée des sources sur lesquelles j'ai travaillé. Alors les formes maintenant que prend ce phénomène. On peut distinguer 3 formes majeures, on va dire, ou 3 pôles, si vous préférez. Je préfère dire 3 pôles que 3 catégories, parce que ce ne seraient pas des catégories très étanches entre elles. Il y a toujours une zone de flou entre ces différentes catégories. Première catégorie, ici c'est une affiche américaine de 1918, c'est le viol. Je vais en parler tout de suite.
le viol et puis d'une manière plus générale toutes les violences sexuelles. Deuxième catégorie, je reviens sur notre copain Autodix, c'est la prostitution. Et puis dernière catégorie qui est au fond la plus difficile à définir, même pour la qualifier, ce sont les relations, disons, qui sont consentantes, mais qui ne sont pas vénales pour autant. Ça peut aller de la drague jusqu'à l'histoire d'amour pour la vie. Donc le spectre est extrêmement large, évidemment. Alors ces différentes formes, on peut commencer par la première, la plus violente, et qui est en fait la première à se manifester. Ce sont les viols, ce sont les violences sexuelles. Je ne vais pas vous lire les différentes citations, mais j'ai repris un certain nombre de citations, en l'occurrence qui pour la plupart proviennent de France occupée. J'aurais pu en mettre d'autres, mais je me suis dit que celles qui venaient de l'Aisne et de France occupée vous intéresseraient davantage, mais qui permettent au fond de voir la manière dont les contemporains ont senti les différents phénomènes qui sont évoqués. Alors, le phénomène des viols est un phénomène qui est très difficile à approcher en tant qu'historien, parce que c'est un phénomène qui est tu. C'est un phénomène qui est tu. Il y a des commissions d'enquête qui sont mises en place très rapidement, par la Belgique, puis par la France et par l'Angleterre, suite à toutes les violences, ce qu'on appelle à l'époque les atrocités allemandes, donc les violences qui vont être commises contre les populations envahies et contre leurs biens également, parce que l'invasion de la Belgique et puis de la France est accompagnée par toute une série d'opérations de représailles. Donc je ne parle pas de ce qu'on appellerait aujourd'hui des dommages collatéraux, c'est-à-dire un obus qui tombe sur une maison, on ne l'a pas fait exprès. Non, ici je parle de violence délibérée contre les civils. Cette vague de violence, elle va tuer plus de 6000 civils en Belgique et en France, surtout en Belgique, mais aussi en France. Donc en Belgique, vous avez des villes comme Louvain ou comme Dinan, qui sont littéralement mises à feu et à sang. Dinan, qui est une petite ville, perd 10% de sa population sur une seule journée, de manière qui est exécutée froidement par les Allemands. Ces violences, on le sait par les enquêtes, mais on ne le sait pas de manière précise, elles sont accompagnées d'une série de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on va non seulement exécuter massivement, on va brûler un certain nombre d'édifices, un certain nombre de maisons, de bibliothèques, d'édifices publics également, on va piller, on va humilier, on va prendre des otages, on utilise des personnes en tant que boucliers humains également, mais on va aussi violer. Et donc les soldats allemands, en arrivant en août 14, ou en tout cas certains soldats allemands, je préfère dire certains soldats allemands, vont commettre des viols. J'ai essayé, mais l'exercice était extrêmement périlleux, de quantifier ces viols. Le problème, c'est que les commissions d'enquête, d'abord, c'est surtout vrai en Belgique, il y a moins de pudeur en France, mais les commissions d'enquête sont réticentes pour parler des viols, parce qu'on estime qu'en parlant des viols, on touche à l'honneur des familles. Donc déjà, une victime de viol au XXIe siècle, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle hésite à en parler. C'est déjà une épreuve en soi. Mais imaginez-vous, dans une société nettement moins sexualisée, du début du XXe siècle, c'est pour ainsi dire impossible d'en parler. Donc les commissions d'enquête n'ont pas un travail facile et elles-mêmes préfèrent d'ailleurs faire preuve de prudence pour respecter les victimes et pour respecter leur famille. Mais malgré tout, un certain nombre de témoignages vont voir le jour et vont même être répercutés dans la presse. Mais ces témoignages, qui sont souvent des témoignages qui se focalisent sur, je dirais, les viols les plus, pardonnez-moi l'expression, mais les plus spectaculaires, c'est-à-dire ceux qui sont tellement atroces qu'on finit par en parler, c'est-à-dire des viols qui sont suivis de l'assassinat de la personne violée, ou bien des viols de groupe, ou bien des viols qui sont commis contre des enfants, contre des personnes âgées. Ceux-là, on en parle davantage, les viols, disons, les plus atroces. Mais le, entre guillemets, simple viol, même s'il n'y a pas de simple viol, mais celui qui serait commis par un Allemand unique contre une jeune femme isolée, on en parle nettement moins. Alors j'ai essayé de voir s'il n'était pas possible d'estimer le nombre de viols en analysant
les registres de naissance de pères inconnus et en voyant s'il n'y a pas un pic anormal vers le mois d'avril mai 1915, c'est-à-dire 9 mois après les faits. Et il y en a un, mais il est très inégalement réparti. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de régions, parfois très grandes, pour lesquelles on est relativement bien documenté, dans lesquelles on sait que les Allemands sont arrivés. Je pense par exemple au nord de la province du Luxembourg, en Belgique. On sait que les Allemands sont arrivés, il n'y a presque pas eu de combat, il n'y a pour ainsi dire pas eu d'incident, les choses se sont bien passées. Et là, on voit que dans les registres de naissance de pères inconnus, il n'y a pas de variation. Il n'y a pas tout d'un coup un pic de naissance de pères inconnus. Par contre, dans d'autres communes où on sait qu'il y a eu des violences, et bien là, souvent, on constate qu'il y a une anomalie dans les naissances de pères inconnus vers le printemps 1915. Donc il semble qu'il y a quand même une corrélation qui est assez forte entre les viols et les autres types de violences. Donc souvent, ces viols de l'invasion sont commis dans l'immédiat après combat ou l'immédiat après représailles commises contre les populations locales. Et c'est un phénomène qui est très typique du mois d'août 1914. C'est-à-dire que les sources, pour la suite de la guerre, quelle qu'elle soit, s'accordent à dire qu'il y a eu très peu de viols sous l'occupation. Il y en a eu, mais disons que ce sont des incidents qui sont isolés. On n'assiste pas à des viols continus ou à des vagues de viols sous l'occupation. Par contre, au moment de l'invasion, des premières semaines de la guerre, là, clairement, il y a une vague de viols. Et si je dois reporter mon échantillon de communes sur la population belge dans son ensemble, c'est pas possible de le faire pour la population française, parce que c'était plus difficile à évaluer, mais sur la population belge dans son ensemble, et sur les risques qu'il y a d'avoir un enfant en étant violé, eh bien on peut estimer qu'il y a dû y avoir quelque chose comme, c'est un ordre de grandeur, mais 15 à 20 000 femmes violées en quelques semaines. Ça veut dire que c'est un nombre qui est très élevé, mais ça veut dire aussi que la plupart des soldats allemands, parce qu'ils sont 1 500 000 lors de l'offensive, n'ont pas été des violeurs, et que la plupart des femmes qui ont connu cette invasion n'ont pas été violées. Donc ce sont des incidents qui, ajoutés les uns aux autres, forment un phénomène massif, forment une véritable vague, mais qui malgré tout est surtout localisé dans un certain nombre d'endroits où il y a eu des violences massive contre les civils. Et c'est une des formes de violence qui s'exerce à ce moment-là. Alors, un autre phénomène, le premier au fond dans le temps, est le phénomène des violences sexuelles, même s'il y a d'autres types de violences sexuelles dont on peut éventuellement reparler par la suite. Le second, c'est la prostitution. Au fond, dès le moment où les Allemands arrivent dans un certain nombre de localités, et je pense notamment à Bruxelles, mais aussi à d'autres localités, françaises ou belges, il va y avoir une sollicitation des prostituées, surtout dans les localités, au fond, où l'entrée des Allemands se fait plutôt dans le calme. Hein. Par exemple, si on prend Bruxelles, mais je crois que si on prend Laon aussi, il y a eu assez peu d'incidents. Hein. Ça s'est passé beaucoup plus mal dans d'autres villes. Mais il y a une sollicitation des prostituées dès le début de la guerre. Ces prostituées, disons, qui exerçaient avant la guerre, vont être sollicitées, mais vont être sursollicitées. Et donc elles ne vont pas, pardonnez-moi l'expression, mais elles ne vont pas suffire à la tâche. Et on observe, au bout de quelques mois, que le nombre de prostituées augmente. Et ça, il y a différentes sources qui permettent de le détecter, et à différents endroits. Donc c'est un phénomène qu'on observe à peu près partout en territoire occupé. J'ai un petit exemple, hein. C'est celui de la ville de Mons, pas très loin de la frontière française. Mons, qui est une ville d'ampleur moyenne, hein, à l'époque ça doit faire 25 000 habitants, quelque chose comme ça. Avant la guerre, en 1914, il y a 5 prostituées qui sont recensées. Au cours des premières semaines de 1915, il y en a 15 autres qui viennent s'ajouter au recensement. Donc ça donne une idée de l'explosion du phénomène prostitutionnel un petit peu partout dans les territoires occupés. Et plus on avance dans la guerre, et plus les conditions, notamment les conditions alimentaires, sont pénibles,
en territoire occupé, plus le nombre de prostituées va augmenter. Donc à Bruxelles, là encore, on a des chiffres relativement précis. Il y a environ 500 prostituées avant la guerre. Vers 1917, elles sont 4000. Ces nouvelles prostituées, 4000 recensées, parce qu'il y a les clandestines aussi. Ces nouvelles prostituées, pour la plupart, exercent de manière absolument non professionnelle. C'est-à-dire qu'elles vont commencer de manière clandestine, elles ne vont pas se déclarer elles-mêmes à la police des mœurs, et puis elles vont finir par se faire attraper et par être encartées. Donc la plupart n'exercent pas du tout dans une maison de prostitution, bordel ou autre. Elles exercent de manière, disons, individuelle, et beaucoup exercent aussi de manière totalement occasionnelle. Elles ne parviennent pas à finir leur mois, eh bien elles vont essayer de soutirer un peu d'argent à des soldats allemands, parfois pour nourrir leurs propres enfants. Quand on compare, au fond, les prostituées qui sont des prostituées d'avant la guerre, les prostituées du 19e siècle et du début du 20e, celles sur lesquelles on a des données, et puis celles sur lesquelles on a des données pendant la guerre, on constate qu'on a un recrutement qui est beaucoup plus local, c'est-à-dire des personnes qui sont, par la force des choses, contraintes d'exercer là où elles habitent. Et on a aussi des prostituées qui parfois sont plus âgées et avec une plus grande proportion de mères de famille. Elles restent minoritaires, mais on a en tout cas une proportion qui augmente. Donc des prostituées qui sont souvent clandestines et souvent occasionnelles également. Mais, dans tous les cas, la police des mœurs, et quand je parle de police des mœurs, c'est surtout de police des mœurs allemandes dont je vais parler, va essayer de leur mettre la main au grappin. Parce que cette prostitution, elle fait peur. Elle fait peur à l'armée allemande. C'est-à-dire qu'on voit cette prostitution qui commence très fortement à augmenter à l'automne 1914, et à peu près au même moment, vers la fin de l'automne, début de l'hiver 1914-1915, l'armée allemande s'inquiète d'un phénomène qui apparaît dans ses rangs, et c'est l'augmentation de la prévalence des maladies vénériennes. Et les autorités allemandes, civiles comme militaires, font le lien entre prostitution et surtout prostitution clandestine, parce qu'une prostitution clandestine, c'est une prostitution qui n'est pas contrôlée, notamment qui n'est pas contrôlée médicalement. Entre cette augmentation de la prévalence des maladies vénériennes dans les rangs de l'armée allemande et cette augmentation de la prostitution. Et donc à partir de cet hiver 1914-1915, les Allemands vont se mettre à contrôler eux-mêmes la prostitution. Alors vous allez me dire, mais il y avait déjà une police des mœurs belge et française. Oui. Cette police des mœurs, c'était une police des mœurs qui était, et ça c'est une vieille tradition, c'est ce qu'on a appelé au XIXe siècle le système français, c'est-à-dire que c'est une compétence communale. Et c'est valable en Belgique comme c'est valable en France. Donc c'est chaque commune qui organise son propre règlement de prostitution et qui va elle-même contrôler ses prostituées. Or, des polices des mœurs professionnelles, il y en a très peu en territoire occupé. Il y en a une à Bruxelles, il y en a plus ou moins une à Anvers, plus ou moins une à Lille. Pour le reste, il n'y a pas de police des mœurs professionnelle. Vous pouvez imaginer que pour le reste, la Belgique à l'époque, c'est environ 2800 communes. Le découpage, l'émiettage du territoire est tout à fait comparable en France. Vous avez des milliers de communes qui sont occupées. La plupart d'entre elles font quelques centaines d'habitants. Vous imaginez que le maire local n'a absolument ni les moyens ni les compétences d'organiser un service de police des mœurs quand il a à peine les moyens de payer un garde champêtre, qui est parfois mobilisé. Donc les Allemands vont reprendre les choses en main, et les Allemands vont organiser leur propre police des mœurs, leur propre Sittenpolizei. Sittenpolizei, ça veut exactement dire police des mœurs. Mais ils vont l'organiser sur le modèle allemand, c'est-à-dire sur un modèle qui est beaucoup plus professionnel, et sur un modèle aussi qui va s'appliquer à de beaucoup plus grandes zones. C'est-à-dire que plutôt que de reproduire l'émiettage qui, à leurs yeux, ne faisait pas très sérieux en France et en Belgique, eh bien, ils vont organiser autour des grandes villes, parce que dans leurs yeux, la prostitution est surtout un phénomène urbain. En fait, c'est surtout que la prostitution est un phénomène qui est visible dans les villes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est absent des campagnes, mais soit. Ils vont organiser des Sittenpolizei au niveau des agglomérations. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord mettre sur pied un prototype à Bruxelles, en février 1915, pour toute l'agglomération bruxelloise.
Bruxelles, à l'époque, c'est pas du tout comme Paris, avec ses arrondissements. Non, Bruxelles, c'est toujours le cas aujourd'hui, est divisée en un certain nombre de communes. Il y en a 19 aujourd'hui, il y en avait 16 à l'époque, mais chacune avait donc ses propres compétences. Non, les Allemands vont dire, maintenant c'est nous qui prenons les choses en main, nous réquisitionnons les polices locales, qui vont opérer sous les ordres de notre propre Sittenpolizei et qui va être compétente pour l'ensemble de l'agglomération. Et le système va être reproduit un peu partout dans le gouvernement général. À Charleroi, à Mons, à Anvers, à Liège, etc. Dans la zone des armées, là c'est plutôt chacune des armées occupantes, qui est chacune responsable pour une portion du front et des arrières du front, qui va organiser son propre système. Certaines armées, par exemple, ont donné la compétence de contrôle de la prostitution à la Geheimfeldpolizei, donc à la police secrète militaire, la police secrète de l'armée, qui non seulement chasse les espions, mais chasse les prostituées également. L'objectif, c'est de pouvoir encarter toutes les femmes qui se prostituent, voire même toutes les femmes qui sont susceptibles d'avoir des maladies vénériennes et qui ont des liens avec les Allemands. Donc vous pouvez être assimilé à une prostituée, même si vous ne vous prostituez pas, mais si vous avez le malheur d'avoir une relation avec un Allemand et que vous avez été dénoncé, surtout si vous lui avez transmis la syphilis ou la gonorrhée, évidemment. Donc un système qui est assez large, un système qui va être très dur également. Le système dit français va être remplacé par ce qu'on va évidemment très vite appeler le système allemand, c'est-à-dire un système beaucoup plus professionnel, à beaucoup plus large échelle, mais aussi un système qui va imposer notamment des normes de contrôle très élevées. Par exemple, un contrôle de l'appareil génital féminin des personnes qui sont contrôlées, qui sont encartées 2 fois par semaine. Donc c'est extrêmement soutenu. Troisième forme, et ce sont les relations consentantes. Alors, ces relations consentantes, elles recouvrent une fourchette de relations qui peut être extrêmement large, qui va de la tentative de drague plus ou moins réussie jusqu'à la grande histoire d'amour, en passant par les histoires d'un soir, en passant par les amitiés qui ont tendance à être de plus en plus empreintes de tendresse, etc., etc. Donc ça peut recouvrir des comportements qui sont extrêmement larges. Alors, pour que ces histoires se nouent, il faut d'abord franchir un certain nombre d'a priori, de stéréotypes. Parce que vous pouvez vous imaginer que pour une Française qui est envahie en 1914 par l'armée allemande, qui fait peur, qui terrorise même la population à certains endroits, il n'est même pas imaginable d'avoir un jour une relation avec un de ces soldats allemands. D'abord, quand les soldats allemands arrivent, ce sont tous les mêmes pour les Français et pour les Belges. C'est-à-dire qu'on voit arriver des uniformes. Les uniformes, comme son nom l'indique, c'est uniforme. Donc il n'y a pas de personnalité, il y a juste des ennemis dangereux. En plus, avec la vague de viols, qui crée un certain nombre de rumeurs, et de rumeurs parfois fondées, les Allemands arrivent aussi avec une solide réputation dans leur bagage. C'est-à-dire la réputation de gens qui sont violents, brutaux et lubriques. Donc là encore, ça ne vous donne pas spécialement envie de vous approcher d'eux. Et puis petit à petit, malgré tout, les occupés vont se rendre compte que sous l'uniforme, il y a une personne et il y a éventuellement un corps masculin désirable. Mais ça va prendre un certain temps. Pour franchir ces différents obstacles, il y a d'abord la vie quotidienne. Le fait qu'il va falloir apprendre, même si on n'a pas envie au début, de vivre côte à côte. Quand vous êtes dans un village qui est inondé d'Allemands, vous n'avez pas le choix, vous devez vivre avec ces Allemands. Et parfois, ces Allemands, ils vivent chez vous, parce que des pièces sont réquisitionnées pour les accueillir. Les accueillir pour une nuit, ou les accueillir parfois beaucoup plus dans la durée. Donc finalement, on va faire connaissance, on va apprendre parfois le nom, voire le prénom de la personne qu'on accueille chez soi. Et puis petit à petit, parce qu'il y a un obstacle qui est un obstacle majeur, évidemment, c'est l'obstacle de la langue. Au début, on ne sait pas communiquer. Et puis petit à petit, il y a une sorte de lingua franca qui se met un mélange de français et d'allemand qui se met en place sous l'occupation, avec les Allemands qui apprennent un certain nombre de mots français, et puis les Français qui apprennent un certain nombre de mots allemands.
Des mots comme Polizei, comme Inventur et tout ce que vous voulez, ça s'apprend très facilement. D'ailleurs, ils sont restés dans notre vocabulaire. Il y a un certain nombre de mots français aussi que les Allemands vont apprendre. Et on constate comme ça, on le voit dans les journaux intimes, qu'il y a certaines expressions qui servent pratiquement de clés pour engager la conversation. Et pour engager la conversation avec des gens qu'on ne considère pas comme ennemis, c'est pas engager la conversation pour dire nous avons besoin de foin, de nourriture ou que sais-je encore pour des perquisitions. Non, c'est engager la conversation entre êtres humains. Et engager la conversation entre êtres humains, ça veut dire engager la conversation finalement avec quelqu'un alors que je suis un militaire, vous êtes un civil, je suis un homme, vous êtes une femme, je suis un occupant, vous êtes une occupée, mais qu'on considère quelque part comme sont semblables, comme quelqu'un qui vit aussi des souffrances. Parmi ces souffrances, il y a le fait qu'il y ait la guerre, il y a le fait de la séparation des proches. Madame parce que, je ne sais pas, son fils ou son mari est à la guerre, monsieur parce qu'il est loin de sa famille qui habite à Breslau, c'est-à-dire 1000 km plus loin. Et cette phrase qui revient souvent, c'est « la guerre, grand malheur ». Je crois que jusque dans la Grande Vadrouille, on entend cette phrase. Mais c'est une phrase vraiment qui a marqué les esprits. La guerre, grand malheur. La guerre qu'on vit, vous comme moi, et qui est un malheur, comme pour vous, comme pour moi. Un grand malheur, qui vraiment pèse sur nos deux vies, même si ce sont des vies qui sont très différentes. Et ça, c'est une manière d'engager la conversation. Bon, conversation qui peut être très maladroite, avec le vocabulaire assez limité de part et d'autre, en tout cas le vocabulaire dans la langue de l'autre. On a d'autres tentatives d'approche, notamment d'approche à des fins très intéressées sur le plan sexuel, qui sont sans doute moins subtiles. C'est-à-dire que vous avez notamment un certain nombre de soldats allemands qui, parfois pour la première fois de leur vie, ont un véhicule à moteur entre leurs mains. Donc vous avez des scènes d'Allemands en auto ou en camion qui proposent mademoiselle, venir avec nous, de monter dans l'auto, ou bien qui font, évidemment elles refusent la plupart du temps, ou qui font des tours du pâté de maison, là encore généralement sans succès. Ce sont d'ailleurs des techniques de drague qui n'ont pas tellement évolué depuis lors, et dont le pourcentage de succès d'ailleurs n'a pas tellement évolué non plus depuis. Vous avez d'autres formes d'entrée en matière, on peut passer par des fleurs éventuellement, on peut passer par de l'aide, qui peut être de l'aide tout à fait désintéressée. Un certain nombre de relations se nouent, même entre personnes qui ne connaissent absolument pas la langue de l'autre, tout simplement parce qu'un soldat allemand est assigné à loger à un endroit, dans une famille où le père souvent est absent parce qu'il a été mobilisé en France, dans la zone des armées françaises. On retrouve ça dans énormément d'endroits, évidemment. Et cet Allemand va rester là, parfois des semaines ou des mois. Et bon, au début, évidemment, lui se sent être un intrus, ce qu'il est d'ailleurs aux yeux de ceux qui l'accueillent contre leur gré. Mais petit à petit, on vit ensemble, donc petit à petit, il va venir manger à la table, on mange le même repas, on va pas préparer deux repas différents, et puis il va rendre des petits services, il y a une tuile qui est partie, monsieur n'est pas là, mais c'est lui qui va la remplacer, il va amener du bois, ou un peu de nourriture pour les enfants, etc. Et bon, ça termine parfois par des gestes de gratitude, tels que passer la nuit ensemble. Donc les choses peuvent se mettre de cette manière-là aussi. Au jeu de l'amour et du hasard, il y a quand même un certain nombre de catégories d'Allemands qui sont nettement privilégiés. Parmi ces Allemands qui sont nettement privilégiés, il y a particulièrement les officiers. D'abord parce que ce sont des officiers, il y a le prestige d'être un officier, puis parce que ces officiers, beaucoup de ces officiers viennent de la bourgeoisie éduquée, ou viennent de l'aristocratie dans laquelle le français est une langue qui est assez couramment enseignée. Donc là, évidemment, quand vous avez déjà une bonne connaissance du français, vous avez un solide avantage sur l'homme de troupe. Et puis, il y a parfois d'autres avantages. Les Alsaciens, oui, la plupart d'entre eux connaissent le français, donc eux aussi ont un avantage. Puis il y a parfois des avantages qui sont tout à fait inattendus. Par exemple, les gens qui viennent de la région de Hanovre, vous connaissez peut-être Ernst Jünger, qui vient de la région de Hanovre, l'écrivain allemand, il se rend compte, en arrivant en Flandre occidentale, que le dialecte de Flandre occidentale est très proche, en fait, du dialecte allemand qu'il parle dans son pays. C'est un peu un hasard linguistique,
Mais du coup, ils parviennent très facilement à communiquer avec la population flamande, alors que 20 km plus loin, avec d'autres flamands, ils ne comprennent strictement rien. Donc, il y a un certain nombre de relations qui peuvent se nouer plus facilement. Et puis surtout, il y a ces Allemands que les soldats allemands du front appellent les cochons d'étape, les Etappenschwein, qui sont ceux qui, au fond, sont des soldats d'occupation. C'est-à-dire des gens qui ne vont jamais au feu, qui s'occupent de l'administration, qui s'occupent de la police, qui s'occupent du contrôle, qui ont la vie des occupés, la vie quotidienne des occupés entre leurs mains. Eux ont du pouvoir sur les occupés, ils ont du pouvoir sur les occupés également, et un certain nombre d'entre eux ne s'en privent pas de l'exercer, évidemment, puisqu'il peut y avoir un chantage au ravitaillement, à l'emprisonnement, etc., etc. Donc ça, c'est pour vous dire notamment qu'avec ce type de personnage, on peut être vraiment à la limite entre la violence sexuelle et la relation consentante. Hein, on est là dans le harcèlement, on est là dans des problématiques, notamment à Hollywood par exemple, mais pas seulement, qui sont très contemporaines également et qu'on peut tout à fait vérifier à cette époque-là. Donc le fait d'exercer un pouvoir, une autorité, et d'en profiter pour avoir un ascendant sexuel sur quelqu'un. Alors, ces relations, pour bien comprendre les relations qui vont se nouer et qui peuvent être des relations profondes également et partagées, il faut bien comprendre que ces relations, ce sont des relations qui sont en sursis. Ces relations sont en sursis. C'est-à-dire que ces relations, elles sont nées de la guerre, mais la guerre peut y mettre fin à tout moment. Autrement dit, madame peut être évacuée, ou elle peut être emprisonnée, ou subir je ne sais quelle avanie, et monsieur, lui aussi, peut être à tout moment tué sur le front, ou bien déplacé sur un autre front. De l'Aisne, vous pouvez être envoyé dans les Flandres, mais vous pouvez aussi être envoyé en Italie, en Roumanie ou en Russie. Donc, il y a d'une certaine manière la main du destin, mais en fait c'est la main des états-majors allemands, qui va pendre au-dessus de ces relations. Et ces relations qui sont nées de la guerre, qui peuvent être détruites par la guerre, elles peuvent être aussi détruites par la paix. Donc la paix au sein de ces relations, les deux partenaires y aspirent. D'abord parce que c'est la paix, mais ensuite parce que cette paix va assurer le retour au foyer et la survie de chacun des deux. Mais ça veut dire aussi que cette paix, puisque lui va rentrer à la maison, à Berlin ou à Düsseldorf, ça veut dire que ce sera la fin de leur relation. Donc ce sont des relations qui sont menacées à la fois par la guerre et à la fois par la paix. Alors ces relations qui sont en sursis, ce sont des relations qui vont parfois entraîner des drames, mais des drames qui seront d'autant plus durs que ce seront des drames silencieux. C'est-à-dire que si vous rencontrez un Allemand, que vous avez une relation avec cet Allemand, que vous avez de l'affection pour cet Allemand, et que vous apprenez qu'il est tué, et ça arrive, hein, les Allemands qui sont tués sur le front, je peux vous dire qu'il y en a, votre deuil, ça va être un deuil silencieux. Ça va être un deuil que vous ne pourrez pas partager, et ça, ce sont les pires deuils. Non seulement c'est un deuil de guerre par rapport à quelqu'un de jeune, mais vous ne pouvez pas partager ce deuil. Et au contraire, si on l'apprend, on vous le reprochera. Donc, ce sont des situations qui sont extrêmement pénibles et qui ne sont pas communiquées. On a parfois, on peut le ressentir dans certains documents, ce type de situation, mais elles ne s'expriment pas, elles ne peuvent pas s'exprimer. Il ne faut attendre aucune compréhension des proches, aucune compréhension de l'entourage ou de la communauté locale. Et puis, ces relations qui sont menacées, dans leur existence même, un certain nombre de couples, ils sont très peu nombreux, vont essayer, au fond, de surmonter la menace. Vont essayer de surmonter la menace en légalisant leurs relations. Donc, il y a un certain nombre de cas de mariage, ils sont extrêmement rares. Apparemment, je n'ai pas vérifié, c'est Philippe Salson qui en parle, il y en aurait eu un à Laon, avec un officier d'aviation, mais je n'ai pas, en novembre 1917, mais je n'ai pas davantage de renseignements. Je sais qu'il y en a eu ailleurs, j'en ai quelques traces ailleurs également, par-ci par-là en Belgique, et puis il y a des traces que je ne parviens pas à trouver, mais dont je ne parviens pas à les localiser, à les identifier
mais il y a des consignes de la part des autorités militaires allemandes pour éviter que ça se produise. Ce sont des mariages qui ont lieu en Allemagne. C'est-à-dire que lors d'une permission, monsieur s'arrange pour que madame l'accompagne et ils essayent de se marier en Allemagne. Pourquoi en Allemagne ? Parce qu'en Allemagne, les autorités militaires ne peuvent rien vous dire. Vous vous mariez civilement devant le maire allemand. Alors que dans les territoires occupés, les autorités militaires ont tout pouvoir. Et ils ont notamment le pouvoir de faire pression sur les autorités civiles pour empêcher le mariage. Ou bien elles peuvent également muter le soldat qui voudrait se marier tout à fait ailleurs pour empêcher physiquement le mariage. Forcément, si le marié n'est pas là, ce sera plus compliqué. Mais ce sont, je le répète, des situations qui sont très rares. J'estime qu'il y en a peut-être eu quelques dizaines en Belgique et en France sur l'ensemble de l'occupation. Donc c'est vraiment une minorité. Alors quelles sont les conséquences de ces relations ? Je crois que la première conséquence, c'est d'abord vraiment l'ostracisme que ces femmes vont subir. Un ostracisme, un rejet de la part de leur communauté, un rejet parfois de la part de leurs proches eux-mêmes. Il faut bien vous dire que ces femmes souvent sont stigmatisées. C'est-à-dire que si vous avez une relation avec l'ennemi, on estime non seulement que vous commettez une faute d'ordre patriotique, mais une faute d'ordre moral également. Donc vous allez être complètement stigmatisé. Vous devenez un être vil. Un être vil sur lequel on va coller un certain nombre d'étiquettes. C'est-à-dire que généralement, si vous avez une relation avec un Allemand, on va dire de vous que vous vous prostituez. Donc, une relation d'amour est inimaginable pour les occupés, pour vos voisins. Non. Si vous avez une relation avec un Allemand, c'est d'office intéressé. C'est comme ça qu'on vous perçoit. C'est d'office pour avoir à manger, de l'argent ou des beaux vêtements. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous êtes une prostituée, il y a de fortes chances que vous soyez une vénérienne aussi. Donc que vous ayez des maladies peu recommandables également. On va vous accuser, et ça c'est sans doute la pire accusation sous l'occupation, ou une des deux pires, c'est de faire bombance. De manger non seulement à votre faim, mais plus qu'à votre faim. Hein, dans des sociétés qui vivent comme ça dans la disette pendant des mois et des années, être accusé de faire bombance, c'est vraiment la pire des accusations. Et puis il y en a peut-être une autre qui est tout aussi violente, c'est qu'on va vous accuser d'être des traîtresses à la patrie, des délatrices. C'est-à-dire non seulement de coucher avec un Allemand, mais aussi de lui murmurer un certain nombre de secrets sur l'oreiller. Surtout si c'est un officier, surtout s'il travaille à la Kommandantur, ou encore mieux, à la police secrète. Donc, ces femmes vont être souvent accusées d'être des délatrices. Des délatrices non seulement de citoyens ordinaires qui ont essayé de cacher, je ne sais pas, une petite réserve de blé, de cacher des métaux précieux ou que sais-je encore, comme objets qui peuvent être perquisitionnés par les Allemands, ou, et ça c'est un phénomène qui est davantage fréquent en Belgique qu'en France, délatrices de ce qu'on appellera pendant la Seconde Guerre mondiale des résistants. Donc des patriotes qui vont mener des actions clandestines contre l'occupant pendant la Première Guerre mondiale. On les compte quand même par milliers en Belgique occupée. Et un certain nombre d'entre eux vont être arrêtés, ils vont être fusillés, ou bien vont mourir parfois dans des prisons allemandes pendant la guerre. Donc ce sont des accusations graves qui peuvent peser sur vous. Hein. Faire bombance, à la limite, après la guerre, on a moins faim, on peut oublier. Par contre, avoir dénoncé des patriotes, ça on ne vous le pardonnera jamais. Et donc ces femmes vont être épinglées, vont être coiffées d'un certain nombre de sobriquets. Hein, on va les qualifier de femmes à boche, c'est relativement fréquent, plutôt en France qu'en Belgique d'ailleurs. On va les qualifier de mauvaises femmes en Belgique francophone, de slechte wijven en Belgique néerlandophone, c'est exactement la traduction. Et puis il y a d'autres sobriquets qui sont un petit peu plus colorés, hein, pantoufles à boche par exemple, enfin toutes sortes de variations autour de ce genre de thème. Et puis elles vont être également dénoncées publiquement, même si c'est de manière clandestine. On voit par exemple ici, c'est un journal clandestin
qui a été publié à Lille. Il n'y a eu qu'un seul exemplaire, et il n'est pas du tout typique d'ailleurs des journaux clandestins sous l'occupation, mais dans lequel il y a un certain nombre de noms qui sont affichés, noms et adresses de telle et telle femme qui font des cochonneries avec les Allemands, etc. etc. Ici, vous avez un graffiti qui sera apparu à Laon. Il y a au moins 2 journaux intimes qui en parlent, qui sera apparu à Laon fin septembre 1916. Attention les mamans aux satires allemands. Donc là aussi, on attire l'attention sur la lubricité des Allemands, et on demande aux mamans de surveiller au fond leur progéniture. Il n'y a pas, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas, il y a peu, parce que j'en ai quelques exemples, de violences qui sont exercées contre ces femmes sous l'occupation. Il y en a peu tout simplement parce que les Allemands sont là. Les Allemands sont là, et il n'est pas question de commencer à ouvertement frapper, voire même injurier en public une personne qui fréquenterait des soldats allemands parce qu'elle fréquente des soldats allemands. Par contre, à la Libération, il va y avoir des violences. Et il va y avoir une véritable vague de violence, et notamment une vague de tonte. Vous avez ici un témoignage, c'est un architecte qui habite à Roubaix, et les scènes à Roubaix commencent le 19 octobre 1918, c'est-à-dire pile au moment de la libération de la ville. Et donc ce sont ces scènes qu'on connaît pour la Seconde Guerre mondiale qui vont déjà avoir lieu avant même la fin de la Première Guerre mondiale, au fur et à mesure que les territoires vont être libérés lors de l'offensive finale. Vous avez ici une des seules représentations de James Thiriard, une des seules représentations, il n'y a pas de photo. Donc ici, c'est une représentation qui a été faite juste après la guerre par un artiste bruxellois. Donc ces femmes, c'est une sorte de rituel qui va se mettre en place. C'est un rituel, c'est assez troublant parce que les 2 premiers cas ont lieu, un en France, un en Belgique, le même jour. Donc on peut difficilement s'imaginer que l'un ait pu inspirer l'autre. Mais donc le même jour, à Roubaix et à Bruges, on a des scènes comme ça qui se produisent. C'est-à-dire des femmes qui vont être généralement sorties de chez elles, promenées sur la place publique. On va en partie les dénuder, on va les injurier, on va leur cracher dessus, on va leur envoyer des détritus à la face. On va parfois les affubler aussi d'un certain nombre de pièces d'uniforme ou un casque à pointe, etc., pour bien montrer que c'est avec l'ennemi qu'elles ont péché. Le fait qu'elles soient dénudées, c'est évidemment une sexualisation de leur personne. On va les promener, et on va en général les promener en rue, jusque sur une place publique. Parfois on les fait monter dans le kiosque de la municipalité, et là on va avoir le rituel qui va atteindre son apothéose, parfois au milieu des chants ou des cris de la population, ou d'une partie de la population, parce que tout le monde n'approuve pas, et ce sera la tonte au couteau ou avec des ciseaux. Donc on va arracher à cette personne sa féminité en lui coupant les cheveux. Donc il faut bien s'imaginer que cette personne qui se trouve là sur son kiosque, à qui on coupe les cheveux, qui est à moitié dénudée, elle est probablement en sang, elle a des crachats sur elle, des taches de détritus, elle est injuriée, elle est humiliée, elle se recroqueville pour se protéger des coups, elle a sans doute déjà des bleus également, et on est en octobre ou en novembre, donc il fait froid, elle est vraiment recroquevillée. Donc elle quitte son statut d'être humain, elle est un monstre, c'est-à-dire quelqu'un qu'on montre, c'est ça que ça veut dire, un monstre. On la réduit au rang de monstre. On lui arrache d'une certaine manière sa qualité de membre de la nation, on lui arrache sa féminité, et on va jusqu'à lui arracher son humanité. Et puis après, on la laisse rentrer chez elle. Éventuellement encore en frappant, etc. En Flandre, il y a même une chanson qui va de ville en ville, et qui est créée spécialement pour injurier ces femmes. Vous voyez ici, à travers des archives de police ou à travers des journaux intimes, tous les cas de tonte que j'ai pu relever. Il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas, ça c'est ceux qui sont connus. Donc vous voyez vraiment que ça s'enclenche au tout début, 19 octobre, à Roubaix et à Bruges, et puis au fur et à mesure que le territoire va être libéré, en noir c'est la ligne de front au jour de l'armistice, on a des tontes qui éclatent, assez peu en France,
notamment parce qu'une bonne partie des territoires ont été évacués aussi. Hein. Mais ça continue en Belgique encore après l'armistice. Donc les derniers cas ici, c'est autour du 28-29 novembre 1918, tout à fait dans l'est du pays, au moment où les tout derniers soldats allemands quittent le territoire anciennement occupé. Alors, une autre conséquence, je l'ai déjà évoqué, ce sont les maladies vénériennes. Les maladies vénériennes, c'est une grande préoccupation de l'armée allemande. L'armée allemande perd énormément d'hommes pendant la Première Guerre mondiale à cause de la violence des combats. Alors en perdre encore plus à cause des maladies vénériennes, pensez bien que ça n'arrange pas les états-majors. Donc les états-majors vont mettre en place un certain nombre de mesures. La première mesure qui est mise en place, ce sont les discours patriotiques et moralisateurs à l'égard de leurs propres soldats. Les présentant eux-mêmes comme, vous voyez ça notamment sur cette affiche, hein, qui est une affiche du début 1915, mais en les présentant eux-mêmes comme des guerriers chastes qui doivent utiliser toute leur énergie à défendre la patrie, qui doivent penser à leurs mères, à leurs femmes, à leurs sœurs qui sont restées au pays, etc., etc. Vous pensez bien qu'après quelques semaines dans les tranchées, ce genre de discours ne prend plus tellement, évidemment. C'est complètement déconnecté de la réalité, bien entendu. Donc c'est une stratégie qui va s'avérer assez peu efficace. Donc les autorités allemandes vont mettre en place d'autres stratégies, qu'on pourrait qualifier de plus pragmatiques, pour lutter contre les maladies vénériennes, c'est-à-dire notamment distribuer des préservatifs massivement, et puis expliquer aussi comment on les utilise, parce que c'est pas si évident que ça au début du XXe siècle. Hein. Beaucoup de soldats allemands n'ont jamais vu de préservatif, ne savaient pas que ça existait. Donc il y a toute une campagne, disons, de prévention. Et puis aussi par le contrôle de la prostitution. Les prostituées sont accusées d'être les vecteurs des maladies vénériennes. Ça, c'est très typique du 19e et du début du 20e siècle. C'est que dans une vision très genrée de la société et du corps, on accuse les femmes d'être les vecteurs des maladies vénériennes et les hommes d'en être les victimes. Et pas le contraire. Bon, du coup, qui va être le plus contrôlé? Eh bien, ce seront les femmes occupées et accusées d'être prostituées, évidemment. Donc elles ont tous les défauts, hein, surtout qu'elles ne sont même pas allemandes. Donc en tant que françaises ou belges, elles ne sont pas vraiment civilisées non plus. Hein. Ça, c'est une vision des choses que vous voyez notamment dans les fameux actes de ce colloque tenu à Bruxelles en 1915. Il y a de la part des autorités allemandes, elles se voient investies d'une mission civilisatrice, hein, à travers ce contrôle renforcé, hein, par rapport aux Français et aux Belges qui ont quand même une hygiène pour le moins curieuse, voire douteuse. Les Allemands, non contents de contrôler les femmes, vont également traiter les femmes qui sont atteintes de maladies vénériennes. Elles traitent leurs soldats aussi, ça va de soi, mais elles vont traiter ces femmes qui sont atteintes de maladies vénériennes au moyen d'un traitement forcé. C'est-à-dire que ces femmes vont être internées. Les Allemands, à partir, il y en a déjà quelques-unes qui se créent fin 14, mais plus généralement à partir de 1915, vont créer tout un tas d'institutions spécialisées dans le traitement des maladies vénériennes, dans le traitement des maladies vénériennes chez les femmes, et qui vont être des institutions médico-carcérales. C'est-à-dire que ces femmes vont être internées, enfermées là, jusqu'à guérison. Ce qui peut durer des semaines, voire des mois. Donc vous pouvez être du jour au lendemain appréhendé en rue, subir un contrôle médical, et si le contrôle médical est positif, que ce soit la syphilis, la gonorrhée ou éventuellement le chancre mou qui est plus rare, vous retrouvez immédiatement, pour ainsi dire, emprisonné. Et ce sont des institutions qui ont un règlement qui est un véritable règlement carcéral. Certaines de ces femmes sont astreintes à des travaux, elles doivent parfois porter un uniforme de prisonnières. Dans un certain nombre de cas, on ne sait pas si c'est systématique ou pas, elles sont rasées également. On met des barreaux aux fenêtres et on met des sentinelles devant les portes. Donc ce sont de véritables prisons. Et on en trouve comme ça à Bruxelles, à Anvers, à Liège, à Mons, à Lille, à Charleroi. On en trouve à Guise aussi, on en trouve encore dans tout un tas
de patelins. J'ai essayé de les recenser, je ne suis pas sûr d'ailleurs de toutes les avoir recensées. Et ce ne sont pas quelques femmes qui vont subir ça. Elles sont au bas mot des milliers. C'est-à-dire que pour les quelques institutions sur lesquelles j'avais des chiffres, c'est-à-dire même pas la moitié de celles que j'ai recensées, j'ai, en additionnant toutes les entrées dans ces institutions, j'obtiens déjà le chiffre de 16 000. Donc 16 000 entrées, ça ne veut pas dire 16 000 femmes, mais ça veut dire en tout cas 16 000 périodes d'incarcération. Certaines femmes ont sans doute subi ça plusieurs fois. Et 16 000, c'est un chiffre minimal, puisqu'il y a encore d'autres institutions pour lesquelles je n'ai pas de chiffre. Donc, les maladies vénériennes, un problème qui est vraiment pris très au sérieux par les Allemands et qui est traité de manière extrêmement draconienne et dure pour les populations locales. Je vous laisse deviner qui finance tout ce système. Les autorités locales, qui sont tenues de le faire, puisque les Allemands disent « ce sont vos femmes, c'est vous qui financez ». Et puis, troisième grande conséquence, ce sont évidemment les enfants de l'ennemi. C'est-à-dire que toutes ces relations, eh bien, ne vont pas rester stériles. Il y a un certain nombre de pratiques dont on a beaucoup de mal à mesurer l'amplitude, des pratiques, bien entendu, de protection, mais des pratiques aussi abortives, qui vont se répandre en pays occupés. Je rappelle que l'avortement est un crime à ce moment-là, tant en Belgique qu'en France. Donc il ne peut se pratiquer que de manière clandestine. Et pratiquer de manière clandestine, eh bien souvent, puisque ce n'est pas accompagné médicalement, ça peut faire énormément de dégâts, mais ça veut dire aussi que le phénomène est très difficile à mesurer. Donc on a des témoignages comme quoi ces pratiques, le travail des faiseuses d'anges, voire même le nombre de faiseuses d'anges, aurait augmenté sous l'occupation. Mais ce n'est pas possible de le mesurer vraiment quantitativement. Par contre, ce qu'on peut mesurer, ce sont les naissances de pères inconnus. Et ces naissances de pères inconnus, eh bien, alors que le nombre de naissances diminue partout en pays occupé, forcément, hein, les hommes sont mobilisés, le nombre de naissances de pères inconnus, lui, proportionnellement aux naissances, je dis bien proportionnellement aux naissances, aura tendance à augmenter. Mais il va augmenter de manière très différente suivant l'endroit où on se trouve. Hein, vous voyez ici, en gris, c'est la zone des armées. Donc cette zone-ci. Hein, vous avez un peu partout quelque chose comme... Il y en a plus dans les villes, moins dans les campagnes, mais environ une naissance sur 20 avant la guerre qui est une naissance de pères inconnus. Donc le phénomène n'était pas inconnu, si j'ose dire, avant la Première Guerre mondiale. Hein, ce n'est pas un phénomène qui apparaît avec l'occupation. Mais vous voyez que assez rapidement, ces naissances vont augmenter. Elles augmentent légèrement dans la zone du gouvernement général, un peu plus dans les communes qui sont pendant, disons, la première moitié de la guerre dans le gouvernement général et puis qui sont couvertes par la zone des armées. Et puis dans la zone des armées, là, elle augmente de manière beaucoup plus massive. J'ai fait ici, spécialement pour la conférence, vous ne trouverez pas ces chiffres dans le livre, j'ai pris 16 petites communes du département de l'Aisne pour des raisons simplement de conservation des sources. Ce sont des communes qui, pour la plupart, viennent de l'arrondissement de Vervins. Il y en a 2 qui viennent de l'arrondissement de Laon. Le problème, c'est que dans le département de l'Aisne, il y a énormément de registres de naissance qui sont manquants, qui sont partiels, etc. Donc si je voulais faire une comparaison avec la faute à la Première Guerre mondiale, notamment, puisque les dégâts ont été gigantesques, mais si je voulais faire une comparaison avec d'autres zones, il fallait que je ne prenne que des communes pour lesquelles on avait toutes les données de 1913 à 1919. Ça en éliminait pas mal pour le département de l'Aisne. Ici, je n'ai pris que des très petites communes, donc des communes de moins de 2000 habitants. Mais il y en a énormément dans l'Aisne qui correspondent à ce profil-là. Et vous voyez que le nombre de naissances, j'ai additionné toutes les naissances pour ces 16 communes, diminue terriblement pendant la guerre. Mais vous voyez qu'on a une véritable explosion des naissances de pères inconnus. On passe de 10% à plus de 35% vers la fin de la guerre.
Donc phénomène massif, mais c'est typiquement des communes qui, à certains moments, même si ce n'est pas de manière continue, ont été inondées par la présence de soldats allemands. Est-ce que c'est typique à l'Aisne ? Non, pas tout à fait, même si le phénomène est assez sensible ici. C'est-à-dire qu'ici, on compare différents profils. Vous voyez, si on prend des petites communes rurales du gouvernement général, moins de 2000 habitants aussi, hein, vous avez une augmentation, mais qui est vraiment très très légère. Hein. Typiquement, des petites communes qu'on trouverait, je ne sais pas, dans le Luxembourg, le Namurois, etc., en Belgique. Mais vous voyez par rapport à l'ensemble du pays occupé, que les petites communes de la zone des armées connaissent une augmentation qui est vraiment terrible, même si elle est encore plus prononcée dans l'Aisne qu'ailleurs. Et puis vous voyez par exemple, si on compare avec les grandes villes du gouvernement général, dans ces grandes villes, forcément d'abord on est dans le gouvernement général, mais en plus la proportion finalement d'Allemands par rapport aux habitants n'est pas si élevée que ça. Donc oui, il y a une augmentation, mais finalement elle n'est pas très forte. Il y a des chiffres, mais qui sont des chiffres qui sont plus partiels, notamment que Philippe Salson avait relevé pour la zone des armées, notamment pour l'an. Il avait avancé le chiffre de 40% de naissances de pères inconnus à l'an, ce qui me semble quand même énorme, parce que j'ai fait moi-même, j'ai récolté les chiffres pour Douai. Il y avait une hausse qui était tout à fait sensible, mais on n'atteignait quand même pas des proportions aussi énormes. Donc voilà, il faudrait comparer les situations locales. Disons que je n'ai pas été jusque-là. Mais en tout cas, le phénomène est vraiment sensible, mais il est très inégalement réparti. Sur base de mon échantillon, et en extrapolant, je suis arrivé à quelque chose comme un chiffre d'environ 6000 naissances de pères inconnus pour la Belgique. Et pour la France, il y a eu des chiffres après la Première Guerre mondiale qui faisaient état de 10 000. À mon sens, sur base de l'échantillon de communes que j'ai pu analyser, je pense que non seulement 10 000 se vérifie, mais c'est peut-être plutôt un minimum de 10 000. De 10 000, je tiens à dire que c'est 6 000 ici, 10 000 là, mais que la population belge est 3 fois plus importante que celle de la France occupée. Donc, ça veut dire que les proportions par habitant entre Belgique et France sont plus ou moins de 1 pour 9 ou 1 pour 10. Mais c'est notamment parce que la France, évidemment, non seulement ici, la densité de population est très importante dans les deux Flandres, mais ici, on a l'essentiel de l'armée allemande qui se trouve. Hein, donc c'est normal, évidemment, qu'il y ait une telle différence. Alors, j'avais dit un bilan chiffré, mais j'ai déjà avancé quelques chiffres pour essayer d'appréhender, d'avoir un ordre de grandeur de ce phénomène. Hein, on aurait, à mon sens, au bas mot, 16 000 enfants. On a, oui, je m'étais trompé, c'était pas 16 000, c'était 29 000 entrées dans les centres vénériens, hein, et c'est un minimum. Pour la Belgique francophone, rien que la Belgique francophone, vers la fin de la guerre, on a 6 000 prostituées qui sont recensées, et on se doute qu'une bonne partie de la clientèle est allemande, évidemment. Donc ça veut dire un phénomène qui a probablement touché des dizaines de milliers de femmes. Hein, je pense que quelque chose comme autour de 50 000 femmes belges et françaises n'est sans doute pas un ordre de grandeur qui est totalement usurpé. Donc en conclusion, je vous dirais que c'est un phénomène qui a connu des formes qui sont particulièrement variées. Un phénomène aussi, au fond, qui est un phénomène qui est minoritaire, hein, parce que si je dis quelques dizaines de milliers de femmes, c'est quand même sur une population occupée qui fait 10 millions d'habitants, mais ce n'est pas un phénomène qui est pour autant totalement marginal. Par contre, ce sont des femmes qui, elles, vont être marginalisées. Hein, elles vont être ostracisées sous l'occupation, on va parfois se venger sur elles lors de la libération, et puis on va finalement les oublier en quelque sorte par la suite. La plupart d'entre elles vont, pour autant qu'on le sache, essayer de se faire oublier, bien entendu. J'ai pu observer comme ça notamment des femmes, quelques cas dont j'ai pu suivre l'itinéraire, mais qui ont changé de localité immédiatement après la libération. Elles sont parties vivre ailleurs, parfois quelques dizaines de kilomètres, mais c'était suffisant pour commencer une nouvelle vie. Et donc des femmes qui finalement sont tombées dans l'oubli, hein, à plusieurs titres. La population occupée a préféré oublier ce phénomène qu'elle considérait comme honteux.
et qui était caractéristique de ce phénomène aussi pénible qui est l'occupation. Phénomène pénible, mais qui pour la Belgique pouvait être intégré d'une manière ou d'une autre à l'histoire nationale, puisque l'ensemble du territoire ou presque avait été occupé, mais qui par contre pour la France, pour les départements français, était un phénomène tout à fait en marge de l'histoire nationale. Alors que l'ensemble de la France célébrait Verdun, il était beaucoup plus difficile de célébrer l'occupation dans les quelques territoires occupés. Donc voilà, phénomène oublié pendant près d'un siècle que j'ai essayé de ressusciter, ou en tout cas de reconstruire aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus, il y a évidemment... Bon, voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en aurais une. Oui. Est-ce que vous avez des informations sur l'attitude de l'Église catholique face aux femmes à Bosch? Alors il y a un certain nombre de prêtres qui vont justement... Ouais, pardon. Il y a un certain nombre de prêtres qui vont profiter de leur temps de parole en chair pour les accuser publiquement. Éventuellement, pas toujours de manière directe, mais par exemple en fustigeant les tenues voyantes, les décolletés, etc., en présence de l'ennemi, et ainsi de suite. Mais bon, les paroissiens comprennent bien où ils veulent en venir, et parfois en citant des noms aussi. Donc elles sont parfois accusées alors qu'elles sont présentes parmi les fidèles, à l'office. Ça va d'ailleurs entraîner un certain nombre d'ennuis pour certains de ces prêtres. Il y a une histoire assez rocambolesque sur laquelle je suis tombé, avec un prêtre qui s'est fait frapper par un soldat allemand à la sortie de sa messe parce qu'il avait pointé la petite amie du soldat allemand, et puis le vicaire est intervenu pour s'interposer. Enfin, vous imaginez le genre de scène. Mais des prêtres vont même être arrêtés pour ce genre de sermon assez chaud, avec des relents qui sont non seulement moralisateurs, mais patriotiques aussi. Hein. On est vraiment à cheval entre les deux. Alors, c'est pas généralisé, mais en tout cas, il y a des cas un petit peu partout. Voilà. Si vous avez d'autres questions, éventuellement. Oui ? Alors, des femmes qui auraient couché avec des Allemands pour avoir des informations. J'ai pas mal étudié, ce fait que c'est mon autre cheval de bataille, mais la résistance et l'espionnage pendant la Première Guerre mondiale. La plupart des réseaux mettent un point d'honneur à pratiquer une forme de renseignement qui soit morale. Et donc il y a un refus de ce genre de pratique. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé, il y en a peut-être eu, mais en tout cas il n'y a pas un seul nom qui est sorti. Donc il n'y a pas de Mata-Hari, si vous voulez, du côté allié. On a mis en valeur, on a accordé des récompenses, on a dressé des monuments, on a écrit des livres, on a même fait des films sur des occupés qui avaient lutté contre les Allemands, notamment à travers l'espionnage. Mais ce type-là d'espionnage, de recueil de renseignements, est en tout cas totalement passé sous silence et rejeté moralement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu lieu, mais je n'ai vu nulle part personne qui, d'une manière ou d'une autre, a essayé de s'en vanter. Voilà. Oui. Une remarque par rapport à l'art, et parce que vous l'introduisez dans votre livre. Vous parlez au début de votre livre du roman de remarque à l'Ouest, rien de nouveau. Et effectivement, il y a deux grands films qui sont sortis après la guerre sur les combats du front occidental vu du côté allemand. Un film des États-Unis, à partir d'un roman allemand, dans lequel on a une grande scène avec des femmes et des soldats allemands. Et le deuxième, c'est un film allemand de Pabst, 4 de l'infanterie, dans lequel on a aussi, il n'y en a que deux, et dans les deux, on a une grande scène à
avec qui met en jeu des femmes et une femme dans le film de Pabst, un seul allemand, il y a une femme et son père. Donc c'est juste une remarque parce que moi c'était un peu personnellement ce qui me posait question par rapport à ce phénomène. Alors effectivement, avant Annette Becker, il n'y avait quasiment rien eu d'écrit sur notre pays en tant qu'histoire de l'occupation. Donc on était en manque. Mais le cinéma nous montrait, en tout cas le cinéma étranger, nous montrait, avec un réalisateur allemand et avec un réalisateur des États-Unis, ces scènes bien montées. Alors, vous allez me dire que pour le cinéma, il faut des genres de scènes comme ça, mais remarque, l'avait aussi écrit dans son roman. Voilà. Donc, c'était juste une remarque par rapport à ça, parce que, effectivement, dans la représentation qu'on s'est fait à l'étranger de l'occupation, c'est quand même des images fortes qui ont été portées par le cinéma. Et il n'y a eu que ces deux films-là sur le front occidental. Oui, on imagine assez mal des cinéastes français ou belges qui auraient mis en scène ce genre d'épisode, ou alors qui l'auraient mis en scène pour mettre un personnage féminin dans un rôle entre guillemets de méchant ou associé au méchant. Hein, mais c'est une scène qui n'aurait pas été neutre probablement. Voilà. Bon bien. Si plus personne n'a de questions, je vous remercie. Merci beaucoup.